Bonsoir, on va avoir le plaisir d'avoir une allocution de Madame la maire, très court, si vous voulez, hein. Et ensuite nous attaquerons la rencontre avec l'histoire, Bernard Benitri et Alexis Nous, qui mènera un échange avec Brigitte Stora. Et je vous remercie d'être venu, je remercie la mairie du 6-8, et j'aimerais remercier Madame la maire, ou la maire, je ne sais pas comment. La maire. Voilà. Et Cédric Joux, qui nous accompagne depuis 2 ans, parce que nous étions ici l'année passée. Voilà, je laisse la parole à Madame la maire. Bonne soirée. Bonsoir à toutes et tous. Je vous propose à tous les deux de rapprocher vos chaises, si vous voulez, pour bénéficier bien de la soirée, parce que sinon vous ne verrez pas nos interlocuteurs jusqu'au bout. On connaît bien cette salle. On connaît bien cette salle avec Yves Bonnel, que je voudrais saluer, qui est maire honoraire des 6e et des 8e arrondissements. Et on est très heureux de vous accueillir ici avec l'équipe du 6-8, avec Cédric Jouve, mon adjoint à la culture. Et je voudrais vous introduire cette soirée en faisant un parallèle avec nos rôles d'élus. En tant que maire, on est confronté à l'altérité de la société. Moi, j'ai sous ma responsabilité la vie de 130 000 habitants des 6e et des 8e arrondissements qui sont tous différents les uns des autres et qui forment une société tous ensemble. Et en tant qu'élu, on travaille à avoir une parole précautionneuse de cette altérité. C'est-à-dire à prendre en compte le fait qu'on puisse avoir en face de nous des gens qui veulent du bruit, d'autres du silence, des gens qui veulent des voitures, d'autres des vélos, et etc., etc. Et donc à faire société malgré nos différences. Et on ne peut que constater malheureusement aujourd'hui l'accélération de la société. Et à quel point les nouvelles qu'on peut recevoir par les réseaux sociaux, par les chaînes d'infos, sont le terreau fertile des discours de haine et de division. Parce c'est bien facile de propager des messages qui divisent sur ces réseaux, de désigner des boucs émissaires et de tenir des propos qui nous éloignent de ce que je considère être faire société. Et donc, pour moi, la philosophie, c'est une forme de résistance douce face à tout ça. C'est prendre le temps d'admettre que la société est complexe, de la regarder, de peser ses mots et d'acquérir, je l'espère, par cet exercice, une meilleure capacité à avoir une parole précautionneuse. Une parole précautionneuse. Et donc, je voudrais vous remercier beaucoup, Jacques, d'organiser cet événement ici à Bagatelle. Je voudrais vous remercier beaucoup à vous tous, les intervenants ce soir. Cette soirée, elle s'inscrit pour nous dans la lignée des événements qu'on peut organiser pour lutter contre l'antisémitisme. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans cette mairie, on a l'honneur d'avoir un arbre en hommage à Ilan Halimi, qui a été planté par un autre de mes prédécesseurs, Yves Morel, un arbre autour duquel on se réunit chaque année. Et on invite Émilie Frêche, chaque année, à présenter son film « 24 jours dans la vie d'Ilan Halimi ». Et on invite pour ça des collégiens et des lycéens à voir ce film et à débattre. Et c'est pour nous extrêmement important que de pouvoir ici être un espace d'éducation pour nos jeunes et de paroles douces pour pouvoir prendre en compte cette complexité de la société. Donc merci à vous d'être là ce soir, c'est un grand honneur de vous accueillir. Et une grande joie pour nous de pouvoir être présents sur ce sujet. Merci beaucoup à toutes et tous. Ils sont pas, il n'y a aucun qui a allumé. Si, ça. Ça fonctionne, non? Celui-là. Ici, j'ai un micro qui fonctionne. Celui-là, voilà. Voilà, donc, je vais simplement procéder très très courte présentation de notre première intervenante, Brigitte Stora, qui a un parcours qui nous a impressionné par sa capacité finalement
à passer d'un continent, je dirais pas intellectuel, mais d'une pratique à une autre, puisque Brigitte Thora a commencé effectivement par la sociologie, par un doctorat en sociologie, et puis a rejoint une pratique, on pourrait dire, plus proche du journalisme, et notamment avec une pratique aussi créative, puisque vous avez réalisé des documentaires sonores, dont un sur Frantz Fanon, dont on a parlé un peu ensemble, et à un moment donné de votre vie, vous avez eu la sensation de devoir prendre le temps de vous poser à nouveau dans une nouvelle discipline pour pouvoir réfléchir à des questions qui vous étaient chères. Et cette discipline, ça a été la psychanalyse. Vous avez fait un doctorat en psychanalyse sans forcément développer de pratique de psychanalyste par ailleurs, simplement parce que vous avez eu la sensation que c'était à cet endroit-là que vous trouveriez des réponses à vos questions. Et c'est ce qui vous a amené à rédiger cet ouvrage qui est paru aux éditions du Bord de l'eau, qu'on salue, puisqu'ils sont les éditeurs également d'Alexis Lous, ici présent, de Barbara Stigler, présent à une autre soirée, dont le titre est évidemment l'antisémitisme. Un meurtre intime. Oui, j'ai eu un doute, c'est pour ça que je les ai regardés. Excusez-moi. Et ce soir, vous nous avez proposé donc de repartir de ce livre que vous avez écrit, qui a été publié très récemment, et je vous cède immédiatement la parole. Eh bien, merci. Merci à vous toutes et tous d'être là pour venir m'écouter. Je vais essayer de ne pas trop lire parce que c'est un peu rébarbatif. Oui, je ne vais pas reprendre ce que vous avez dit. Je pense que là, j'avais écrit un premier livre en 2016 qui s'appelait « Que sont mes amis devenus ?» après les attentats de Charlie Hebdo et puis l'hypercachère. Et c'était une réflexion un petit peu à la fois personnelle et politique sur le monde comme il allait et sur une certaine solitude juive par rapport à une certaine gauche aussi, gauche d'où je viens, où je suis encore d'une certaine manière, mais plus celle qui a à ce point abandonné les juifs. Je raconte que dans les années 2000, au début des années 2000, en fait, j'ai clairement ressenti quelque chose de... comme si une digue s'effondrait, comme si à nouveau la parole anti-juive était autorisée. Et j'ai pensé très vite que c'était le signal d'autres effondrements. Et je pense que ces effondrements ont lieu et qu'on y est aujourd'hui. Donc j'ai voulu continuer à réfléchir. Effectivement, la psychanalyse, je ne vais pas du tout vous saouler avec Lacan et le petit A et compagnie, parce que ce qui m'intéresse, c'est plutôt la transversalité que l'approche psychanalytique permet. C'est-à-dire que je pense que de toute façon, l'histoire, ce qui arrive aux humains, c'est aussi lié à du désir, à des pulsions, à toutes ces choses-là. On ne comprend pas, par exemple, la Shoah uniquement d'un point de vue économique, politique. D'ailleurs, on ne comprend rien jamais. Mais voilà, cette transversalité nous permet peut-être d'essayer d'attraper, je ne sais pas comment dire, d'attraper cette espèce de sale bête, là, de taureau, pour lui faire dire qui il est, d'où il vient, qu'est-ce qu'il raconte. Donc, je travaille effectivement sur cette question depuis de longues années. Ça a pris, hélas, ces tout derniers temps, une incandescence encore plus particulière. Voilà, c'est un sujet, on va dire, totalement indémodable. Donc, je vais essayer d'avancer mon hypothèse. D'abord, qu'est-ce que c'est l'antisémitisme? Parce qu'on est bizarrement dans un tel déni qu'il faut rappeler à chaque fois ce que c'est. Dire que ça ne vient pas d'arriver, dire que ce n'est pas à cause des Juifs ou à cause de ce que des méchants Juifs feraient en Israël ou ailleurs. Quelle est son histoire? Pourquoi il a toujours le même discours? Pourquoi en réalité il n'y a pas de nouvel antisémitisme, puisque la langue antisémite est toujours la même. Et elle dit toujours la même chose. Elle dit que les Juifs se sont appropriés l'avenir du monde, qu'ils sont à une place qui est illégitime, d'où il convient de les déloger. Voilà ce que c'est que le discours antisémite.
Il n'y a rien de plus faux que de dire, par exemple, on leur reproche tout et son contraire, d'être des communistes et des capitalistes. Non, c'est toujours une grande menace de gens qui veulent donc prendre la place des autres. Alors, selon qu'on est de droite, évidemment, on va dire le complot judéo-bolchevique, c'était ce qu'on disait il y a quelques décennies. Aujourd'hui, on parle du grand remplacement. À l'extrême droite, les juifs donc, aideraient finalement à ce métissage du monde en faisant venir les immigrés. À gauche, pareil, on ne se renouvelle pas. C'était Rothschild, la finance internationale, et puis ça recommence avec... Mais c'est toujours la même chose. Il suffit de regarder et d'écouter ce que disent les antisémites pour s'en convaincre. Ils disent toujours la même chose. Toute la littérature antisémite raconte la même chose. Toussaint, 1845, qui parle des Juifs rois de l'époque. Rois de l'époque. En 1845, les Juifs sont moins de 40 000. Mais c'est dans la grande tradition catholique, royaliste, etc., qui considère que la Révolution française ne peut être qu'un complot juif, finalement. Et puis tous les autres livres, La France juive, le grand best-seller de Drummond, tous les livres se répètent et racontent la même chose, jusqu'au protocole des sages de Sion, comme vous savez, qui est donc un faux, bien sûr, sorti en 1905, probablement par la police tsariste pour contrer les communistes à l'époque, et qui était le livre de chevet de Hitler. Henry Ford a eu d'ailleurs un rôle très important pour le propager, le traduire dans le monde entier. Il est aujourd'hui à nouveau un best-seller mondial qu'on trouve partout, qui a été approprié effectivement par beaucoup de pays du monde arabe, mais aussi en Amérique du Sud, mais toujours en Russie, parce qu'il ne se démode pas non plus. Voilà, donc on est toujours dans cette histoire. L'antisémitisme, par définition, peut-être qu'il faut en dire deux mots, c'est évidemment un délire. Comme tous les racismes, tous les ostracismes, c'est un délire de penser qu'il y a plusieurs catégories humaines, pour aller vite, et de penser que les individus seraient des échantillons de catégories. Ça, bon, c'est du grand n'importe quoi, il y a une seule humanité. Voilà, ça c'est déjà le début. Je parlais donc des protocoles. Effectivement, l'antisémitisme a ceci de particulier d'être une obsession qui est commune à des gens qui n'ont rien à voir entre eux. C'est-à-dire, pour aller très vite, on va dire que le racisme il est plutôt de droite quand même, et que les antiracistes sont quand même plutôt de gauche. Les antisémites, non. Non. On peut se réclamer des protocoles ou suggérer fortement sa lecture et s'appeler Hugo Chavez, par exemple. On peut se réclamer de la Grande Russie et se réclamer quand même des protocoles. On peut fédérer autour de la haine du non-juif et de la haine du nom d'Israël. Je précise le nom d'Israël et pas la politique d'un gouvernement, bien entendu. Des néo-nazis, des ayatollahs, des suprémacistes blancs, des suprémacistes noirs. Voilà, cette centralité-là et cette transversalité-là n'a pas d'équivalent. Et il n'y a pas non plus d'équivalent à une haine aussi construite, aussi pérenne, enfin, qui continue à se développer. Bien sûr, l'antisémitisme a une origine. Je ne vais pas faire l'histoire de l'antisémitisme, vous avez eu des très bons docs d'ailleurs sur Arte que j'ai trouvé pour ma part très bien. Et on trouve effectivement des pogroms à Alexandrie, des discours terribles de Grecs, de Romains, tout ça est vrai. Avant le christianisme, mais il se trouve que l'antisémitisme, qui est la version moderne de l'antijudaïsme,
devient réellement une vision du monde à partir du christianisme et à partir de l'antijudaïsme chrétien. C'est là qu'il y a un grand coupable à l'origine. Il porte un nom d'ailleurs, il s'appelle Judas. Et cet antijudaïsme va être une vision du monde qui va permettre de construire une critique du monde. D'accord ? C'est-à-dire que l'abolition du judaïsme est la condition de la rédemption chrétienne. Et ça va permettre de... Tout ce qui est mauvais, tout ce qui est du côté, par exemple, des hérésies chrétiennes ou des épidémies, etc., c'est du côté du péril juif, de la menace juive. Même quand les juifs sont plus là, même quand ils ont été expulsés, comme ça a été le cas en France régulièrement, il y a toujours cette grande menace. Bon. Je rappelle quand même que l'antisémitisme se conçoit comme une légitime défense face, évidemment, aux juifs coupables. C'est parce qu'ils sont coupables qu'on est antisémite. Hein. Pas parce qu'on est méchant, c'est eux qui sont méchants, donc on se défend. C'est ça, l'antisémitisme qui porte d'ailleurs dans son nom même, sa propre dérobade d'une certaine manière. C'est une légitime défense. D'accord ? Donc les Juifs ont d'abord tué Jésus, c'est le plus grand crime qu'on puisse imaginer, hein, le peuple déicide. Et puis ensuite, ce ne sont que des déclinaisons de cette culpabilité, voilà, qui continue. Le discours anti-juif sur le fait que c'est un peuple criminel. L'Église catholique au Vatican, on trouve dans leurs archives la définition du judaïsme à la fin du XIXe siècle, c'est la religion d'une race criminelle. Je crois que tout est dit. Cette idée que donc qu'ils ont pris la place des autres, bon évidemment vous avez compris, hein, c'est le peuple élu pour qui il se prend, etc. Et d'ailleurs on n'a pas voté pour eux. Bon, c'est toujours cette idée qui revient. La domination juive mondiale, la conspiration juive pour s'emparer du monde, et surtout depuis la Révolution française, le thème central de l'antisémitisme, on trouve bien sûr déjà dans les évangiles cette idée qu'ils ont conspiré pour mettre à mort Jésus, mais ça va prendre une force tout à fait importante donc, dans la modernité, quand les Juifs commencent à entrer dans la citoyenneté, avec la Révolution française, tout à coup, ils pénètrent d'une certaine manière la société chrétienne, et là, il y a une violence qui va se déployer contre eux. Même au plus fort de la catastrophe de la Shoah, le discours sur les Juifs domine le monde continue. Je le rappelle souvent parce qu'on a tendance quand même à l'oublier, mais en décembre 1943, au Veldiv, c'est donc le chef de la milice qui fait un grand discours, c'est un meeting anti-bolchevique, n'est-ce pas? Et donc Joseph Darnan déclare nous préférons quant à nous mourir que de subir le triomphe d'Israël. Voilà, je crois que c'est sans commentaire. Un an avant, vous savez ce qui s'est passé dans ces mêmes lieux. La plupart des milliers de Juifs qui ont été mis dans ce Veldiv ont été depuis assassinés, mais ils continuent à parler d'une légitime défense par rapport à... voilà, c'est des centaines de milliers de visiteurs à Paris qui vont voir l'exposition d'un Juif et la France, hein, alors même que, comme vous le savez aussi, les Juifs se battent comme ils peuvent ou se cachent dans des caves libres. Ces mots, cet imaginaire est tellement fort qu'on le retrouve partout. Je ne vais pas polémiquer sur la situation actuelle, mais je pense qu'il y a aussi des drôles de phrases qu'on retrouve régulièrement. Je pense par exemple à l'attentat de la synagogue de Pittsburgh en octobre 2018. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un suprémaciste blanc, donc un jeune homme qui avait assassiné 11 juifs dans cette synagogue et qui
avait laissé donc sur les réseaux sociaux des messages en disant que les Juifs commettaient un génocide sur son peuple, donc le peuple des Blancs, n'est-ce pas? Voilà, en avril 2019, là c'est à San Diego, et un autre suprémaciste blanc écrit « Je mourrai 1000 fois pour éviter le destin maudit que les Juifs ont planifié ». Pour ma race, bon, j'arrête là. C'est cette légitime défense qui a pris le pouvoir en Allemagne, et c'est bien ce fantasme de domination juive qui s'est redéployé après la Shoah, comme s'il n'avait pas été à l'origine de la catastrophe. Voilà. Et comme si l'extermination des Juifs n'en avait pas été le plus cruel quand même démenti. Regarder l'antisémitisme en face, c'est affronter le vertige, parce que c'est un vertige bien sûr, de sa pérennité. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de nouvelle, il y a peut-être de nouveaux locuteurs, mais d'une langue finalement très ancienne, qu'on retrouve pratiquement intacte à travers... bon. Donc d'où vient cette histoire-là? J'en ai parlé tout à l'heure, cette haine qui paraît originelle, increvable, qui a fait de nous, les Juifs, cette exception parmi les peuples, écrit Anne Frank, cette petite jeune fille de 12 ans. C'est bien sûr dans l'antijudaïsme chrétien qu'on trouve cette longue version. Je dirais que, alors, c'est là que j'avance mon hypothèse, bien sûr, c'est que l'antisémitisme comme moment moderne de l'antijudaïsme se noue à la question du conspirationnisme. C'est-à-dire que je vais faire un petit pas de côté sur le conspirationnisme, par exemple. Le conspirationnisme, ça revient à penser qu'il y a une origine à tout. C'est pas le complotisme, j'aime pas tellement ce mot, je crois qu'il ne veut rien dire, parce que les complots, il y en a partout, il y en a eu tout le temps. Tous les États complotent pendant la guerre froide, dans les entreprises, dans les familles, le complot, ça existe. Le conspirationnisme, c'est vraiment penser qu'il y a une origine suprême du mal, qui serait en train vraiment de tirer les ficelles. Vous savez, il y a toutes les caricatures antisémites racontent la même... Ils ne sont pas du tout originaux, hein. Il faut quand même voir à quel point oui. Et, alors, à propos d'ailleurs de ces marionnettistes, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qui s'est passé pas très loin d'ici à Avignon, il y a quelques années, où un graphiste s'est mis à faire une énorme fresque. Une fresque, hein, c'est pas un graffiti dans un coin par un petit voyou, je sais pas quoi, d'ailleurs il n'avait rien à voir, c'est un Français d'origine yougoslave, enfin bon, bref, j'ai pas vu d'art là-dedans, mais ça c'est secondaire, donc il a fallu quand même plusieurs jours pour faire cette horreur qui était en fait Macron, qui était la marionnette, voilà, tenue par les ficelles par Jacques Attali. Donc, apparemment, c'est la région qui a autorisé cette histoire-là. Bon, la région, c'est extrême droite quand même pour situer. Mais par contre, il y a eu aussi la mairie, qui est elle, socialiste d'Avignon, qui n'a pas trouvé ça formidable, mais enfin qui n'a pas non plus brillé par son courage. L'ANECRA avait d'ailleurs porté plainte contre cette histoire-là, et puis ils ont été déboutés. C'est-à-dire que les gens ne reconnaissent pas, en fait, ça n'est pas antisémite. Vous voyez? Et moi, je vais vous dire une chose, c'est que non seulement, évidemment, ça l'est, parce que Attali, mais quand bien même ce ne serait pas Attali, et quand bien même il n'y aurait pas eu, c'était déjà une affiche, une photo, une image, un imaginaire qui tire sur les ficelles, évidemment, de ce fameux conspirationnisme antisémite. Mon hypothèse, il est peut-être temps que j'y arrive quand même, c'est que le conspirationnisme donc dit voilà, il y a un coupable originel, mais nous sommes dans une civilisation où il y a un coupable originel. Et si je vous dis, voilà,
illusionniste qui vous dirait c'est ce que je vais sortir de mon chapeau. Vous savez en fait, soit c'est un lapin, soit c'est un moine. On le connaît, on le connaît. Le nom du coupable, on le connaît déjà. Rappelez-vous des manifestations anti-vax, par exemple, hein, où suite à évidemment, c'était très conspi, évidemment. Hein, les labos pharmaceutiques. Vous voyez, il y a un imaginaire qui, par exemple, joue avec ce qu'on appelle des dog whistles en anglais, c'est-à-dire avec les sifflets à chien. Il suffit de siffler pour qu'on sache de quoi on parle. Et même si le mot juif n'est pas là, il est quand même dans ce sale imaginaire. Quand on dit par exemple la finance mondiale, internationale, a priori on a envie de dire bah oui, la finance c'est quand même pas. Enfin, personnellement je suis anticapitaliste, je pense qu'il faudrait penser une autre distribution, etc. Mais quand on ne parle pas clairement des rouages, on risque une collusion avec l'imaginaire antisémite. Et c'est pour ça que le conspirationnisme est une catastrophe pour la gauche, par exemple. Concrètement, il s'oppose en tout point à ce que pourrait être une politique de l'émancipation, c'est-à-dire, voilà, à gauche, on s'est organisé pour faire des syndicats, des manifestations, des partis politiques, etc. Le conspirationniste, lui, c'est un petit bonhomme derrière son ordi qui a compris tout de la malignité du monde et qui a déjà son Dieu non coupable dont on lui a rabâché les oreilles depuis quelques siècles, même s'il ne le sait pas. Parce que c'est ça aussi le problème, c'est que non seulement l'antisémite se pense innocent, c'est normal puisque les juifs sont coupables, il est innocent, mais en plus il n'est pas forcément conscient de la langue qu'il parle. C'est-à-dire que c'est une langue qui se parle parfois à l'insu de ses locuteurs. Voilà. D'ailleurs, que ce soit dans les combats contre le racisme, contre le sexisme, contre l'homophobie, on interroge toutes ces questions-là, culturelles, etc. On remet, voilà, en se disant, mais c'est pas, il ne suffit pas de faire des déclarations, je ne suis pas, pour ne pas être, malgré soi parfois, le vecteur aussi d'une vieille histoire, de vieilles représentations du monde, etc. La représentation antisémite du monde, elle a plus de 2000 ans. Et il faut s'en souvenir. Et donc j'ai dit que l'Occident chrétien s'était fondé sur la récusation de son origine juive, faisant du juif l'autre absolu, comme un paradigme de l'altérité. L'autre est toujours en soi, d'une certaine manière. Que ce soit la femme, que ce soit... Mais là, c'est vrai que ça a à voir avec l'origine. L'origine unie, il s'agit vraiment d'un... J'ai dit, le principe négatif de l'Occident, comme son envers, son origine haïe et peut-être sa mauvaise conscience. Car il y a, à l'origine, il y a du juif. Voilà. C'est cette espèce d'altérité première qui fait que, à mon sens, répondre sur la question de l'antisémitisme, répondre du juif, c'est pareil que répondre de l'autre en soi. C'est pour ça que je cite souvent cette phrase de Fanon que vous connaissez probablement. Quand vous entendez dire du mal des juifs, dressez l'oreille, on parle de vous. Fanon dit deux choses dans cette phrase. Il dit non seulement la nécessaire solidarité des opprimés, ce qui est quand même une bonne chose, surtout par les temps qui courent, mais aussi en tant qu'homme noir, il sort de lui-même pour aller vers une altérité qu'il considère comme le gage d'une émancipation humaine. Hein, c'est vraiment... il y a plusieurs phrases dans Peau noire, masque blanc qui reprennent cette idée, l'homme est mouvement vers le monde et vers son semblable, c'est-à-dire ce nécessaire décalage qui s'oppose bien sûr à toutes les politiques identitaires qu'on voit fleurir partout, que l'on trouve à l'extrême droite, mais aussi, hélas, chez d'autres aujourd'hui.
écouter attentivement, dresser l'oreille, comme il dit, bien sûr, c'est valable pour tout le monde. Hein. Je pense qu'on ne peut pas consentir au mal, par exemple, qui vise les étrangers, les exilés, sans ressentir ce que j'ai écrit comme une défaite de l'âme qui, visant les uns, défait en fait tous les autres. Voilà. C'est faire la sourde oreille au racisme qui monte, au nord en Méditerranée, etc. C'est oublier la tradition juive qui dit qu'on a été un jour étranger en Égypte, parce que voilà, l'autre fait partie de soi. Dans la grande histoire de l'antisémitisme de Poliakov, par exemple, il parle de ce moment nazi en parlant de l'Europe suicidaire. Effectivement, l'Europe s'est suicidée à travers la victoire du nazisme, puisque en plus des 6 millions de la Shoah, c'est aussi des dizaines de millions qui ont été pris dans cette catastrophe. Donc, j'ai peur de ne pas avoir assez de temps. Enfin, du coup, je vais aller très vite. J'ai essayé de parler de 3 dimensions de l'accueil de l'autre, voilà, et qui sont valables sur l'antisémitisme, mais qui nous permettent aussi de penser d'autres oppressions. L'autre a toujours un nom, quel qu'il soit. Et s'en prendre au nom de l'autre, ne pas reconnaître l'autre dans son nom, c'est toujours une manière de... voilà, c'est un refus. Le refus de l'autre passe par le refus de son nom. Il y a une grande obsession antisémite autour du nom. Le nom juif serait en trop, selon Alain Badiou, en excédent. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve, bien sûr. Hein, les peuples esclavagisés ont été aussi, voilà, on leur a enlevé leur nom. Les femmes, hein, qu'on appelle par leur prénom le plus souvent. Bon. Et ça, c'est bon, c'est quelque chose que je développe. Il y a, enfin, à mon avis, peut-être le thème central, c'est la question de la dette. La dette, c'est ce qui nous relie aussi aux autres, que ce soit générationnel. On arrive sur Terre endetté. On a une dette de vie déjà. Et la dette est centrale dans la question de l'antisémitisme, mais elle est aussi dans beaucoup d'autres détestations d'autrui. Je dirais, mais je développerai peut-être davantage, on a beaucoup parlé des Juifs comme des grands créanciers, ils auraient été prêteurs sur gage, etc. C'est une fake news, je tiens quand même à le rappeler, les Juifs n'ont pas été plus prêteurs sur gage, même pas proportionnellement. Dans les 3 religions, c'était interdit, dans les 3 religions, il y a eu des dérogations, comme on sait. Mais ce que ça dit, c'est là peut-être qu'il y a une démarche, disons, psychanalytique, enfin, c'est qu'est-ce que vous racontez? Donc, ah oui, les Juifs sont des grands créanciers, mais c'est quoi cette créance? Il y a 2 créances. L'origine, la Bible, le divin, la loi, que d'une certaine manière le christianisme a d'emblée récusé en disant ben non, c'est nous, le virus Israël, avec les problèmes qu'on sait. Et puis il y a une deuxième créance qui est absolument terrible, mais c'est la Shoah, qui est venue redire, renouer d'une certaine manière cette créance originelle. Plus on en sait sur la Shoah, plus on sait que ce n'est pas un événement qui a eu lieu entre les nazis et les juifs, mais qui n'a pu avoir lieu qu'avec le consentement de beaucoup de gens, le consentement européen. C'est une dette très lourde à porter, et les dettes trop lourdes, il y a quelque chose d'exquis à vouloir s'en débarrasser, à vouloir s'en affranchir. C'est ce que disent dans le très beau film d'Axel Corti, ils ne nous pardonneront jamais ce qu'ils nous ont fait, je crois qu'on y est aujourd'hui. Voilà, l'antisémitisme, donc, c'est cette haine de l'autre fondamentale, c'est cette démission de soi à travers le refus de l'autre, qui est en train de
finalement de manger un peu tout le monde, hein, les suprémacismes se partagent la planète, les identitarismes, les essentialismes, hein, penser que les gens sont finalement... voilà. Donc oui, les Juifs sont des gens que l'on déteste encore plus depuis Auschwitz, à cause d'Auschwitz, écrivit Imre Kertész. Écoutez, je crois que je vais m'arrêter là pour l'instant, parce que j'ai déjà dit beaucoup de choses. Voilà, c'est ouais, non, je vais me perdre après. Écoutez, voilà. J'ai essayé de faire un petit tour pour expliquer en quoi cette haine de l'autre fondamentale est aussi une haine de la responsabilité et aussi un barrage le plus fort qui soit à toute émancipation. Merci. Merci Brigitte Stora. Je vais prendre la parole pour présenter la personne que vous nous avez proposée pour être votre répondant après votre conférence, qui est Alexis Nuss. Alexis Nuss est un chercheur international qui est le professeur de littérature générale et comparée, aujourd'hui professeur émérite à l'université Aix-Marseille, qui a fait porter ses travaux en particulier sur la question de l'exil, de la migration, et qui a aussi, je le sais pour avoir discuté avec lui, une activité, on pourrait dire, de terrain, au contact des personnes qui sont exilées, dans la défense de leur dignité et de leur liberté. Et je sais d'ailleurs que c'est à travers ce type de rencontre que vous avez rencontré Brigitte Stora il y a quelques années. Et c'est pour ça que Brigitte Stora nous a proposé votre nom pour pouvoir échanger avec vous maintenant. Tiens. Oui, est-ce que ça... Oui, ça fonctionne. Donc, on m'a demandé d'être le répondant à ou de Brigitte Stora. Je n'ai pas grand-chose à lui répondre puisque je suis d'accord avec ce qu'elle a proposé. Je voudrais simplement peut-être prolonger cette réflexion-là et situer la réflexion de Brigitte Stora. Il y a l'antisémitisme et il y a le pourquoi de l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est simple. J'aime pas les juifs. Pourquoi? Ils ont du fric. Mais non, c'est pas vrai, ils ont pas là. Ils ont des grandes oreilles. Mais non, c'est pas vrai, etc., etc., etc. Ça se règle. On peut à la limite dialoguer, on ne serait pas d'accord, mais on peut ne pas être d'accord sur quelle est la meilleure équipe de foot en France, c'est l'OM ou le Paris Saint-Germain. Ça, c'est l'antisémitisme. On est encore une fois dans une pensée extrêmement simple. Ce qui est beaucoup plus complexe et qui demande donc un dispositif de pensée tel que celui que Brigitte a ici emprunté et qui relève du paradigme de la complexité, c'est le pourquoi de l'antisémitisme. Et je pense que par rapport à cette résurgence de l'antisémitisme dans les dernières années, et notamment depuis 2 ans suite au conflit israélo-palestinien, la question se pose. Et je crois qu'il est nécessaire de poser la question à ce niveau de profondeur qui est celui qui a soutenu l'intervention de Brigitte Stora. La dette, l'altérité, faire référence à la psychanalyse, faire référence à l'anthropologie, faire référence à la psychologie collective, etc. C'est à ce niveau-là qu'il faut placer la focale, parce que sinon, on ne comprend pas. Nous en parlions avec Jacques Serrano tout à l'heure, après des années et des années d'éducation, de ce que nous avions cru être une éducation efficace contre le racisme et l'antisémitisme, cette résurgence-là est tout simplement inexplicable. Et c'est cet inexplicable-là qui demande ce niveau profond d'analyse. Il y a quelque chose qui est en jeu, qui d'une certaine manière dépasse la question juive, dépasse la question antisémite. Ou, en d'autres termes, de quoi l'antisémitisme est-il le symptôme? Ou de quoi l'antisémitisme est-il le nom? Pour paraphraser précisément ce qu'on a pu dire autour du juif, de quoi le juif est-il le nom?
L'antisémitisme, il est réel, il se traduit par des faits, par des actes, par des discours. Il se traduit aussi par la peur qui règne dans les communautés juives mondiales, à tort ou à raison, mais cette peur, elle est totalement saisissable. Donc il y a quelque chose là qui s'est mis en place avec une proportion exponentielle et qu'on peut ne pas comprendre. C'est-à-dire que oui, on va, gens de bonne volonté, c'est pas bien l'antisémitisme, évidemment, on va pas être du côté des antisémites. Mais je crois que ce qui est encore plus inquiétant, encore une fois, c'est ce pourquoi aujourd'hui de l'antisémitisme. Et je crois qu'il est nécessaire de comprendre que cet antisémitisme d'aujourd'hui, cet effondrement, pour reprendre le terme que tu as employé, est peut-être le symptôme d'autres effondrements. Et que d'une certaine manière, il faut réfléchir sur, non pas tant la cause de l'antisémitisme, il y a des esquisses qui sont proposées, mais la cause de cette résurgence aujourd'hui et à ce niveau de l'antisémitisme. De quoi est-il le nom? Parfois l'histoire se déchire et fait apparaître ce qu'on peut, ou du moins ce qu'on ne peut pas appeler d'un autre nom que le mal. Il y a dans l'histoire humaine des épisodes qui se règlent au niveau de l'histoire humaine. Et je pense qu'il y a des épisodes qui se règlent à un autre niveau, où apparaît le mal. Un autre exemple récent, c'est la guerre en Ukraine. Oui, bien sûr, on peut trouver des raisons de géopolitique. Il n'empêche que la politique poutinienne, dans son horreur, dans sa violence, dans sa brutalité, nous oblige à employer un lexique qui serait, par exemple, celui du mal. Raison pour laquelle certains ont voulu interroger la littérature russe. Poutine est un grand lecteur de Dostoïevski, et donc peut-être que la littérature russe privilégie ce rapport au mal, par exemple. Encore une fois, exemple donc de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Autre exemple, ce qui s'est passé le 7 octobre. Bien sûr, le Hamas a certaines volontés politiques. Bien sûr, Israël a certaines responsabilités politiques à un niveau régional, etc. Mais ce qui s'est passé, comment le décrire? Sinon, en ayant recours, encore une fois, à cette catégorie du mal. Donc parfois, l'histoire se déchire et nous oblige à convoquer ce type de catégorie, soit du côté de la philosophie, soit du côté de la théologie, pourquoi pas, soit du côté de la psychanalyse. C'est-à-dire à ce niveau profond. On n'est pas du tout dans la superficie de l'aventure humaine, mais on est dans ces niveaux extrêmement profonds, et je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut essayer de comprendre ce qui se passe avec la résurgence de l'antisémitisme. Ces niveaux de profondeur, Edgar Morin appelle le niveau de la pensée complexe. Et je crois qu'il nous faut répondre à cette injonction. Encore une fois, combattre l'antisémitisme, oui, évidemment, mais aussi l'injonction de comprendre pourquoi il y a antisémitisme aujourd'hui. Et je voudrais ici tenter peut-être trois hypothèses. Encore une fois, avec cette idée que ce qui se passe ne peut pas être résolu par la simple grille sociologique ou sociopolitique, mais qu'il y a un niveau autre. Ça s'est passé récemment, quand le Covid nous est tombé dessus, cette espèce de phénomène qui remontait au Moyen-Âge. On avait oublié entre-temps la grippe espagnole. Tout d'un coup, on était là à porter des masques, à être isolés chez nous. C'était le Moyen-Âge, c'était la peste noire. Et nous avons été saisis, nous avons été sidérés. C'est-à-dire, encore une fois, nous n'étions pas en mesure de considérer ce phénomène comme un simple phénomène sanitaire. Il y avait quelque chose d'autre qui nous dépassait. L'exemple dans notre culture, c'est Voltaire. Voltaire, l'homme de la raison, quand arrive le tremblement de terre de Lisbonne,
tout d'un coup, il met sa raison en suspens, et il se dit, qu'est-ce qui se passe? Le tremblement de terre de Lisbonne a été une des premières grandes catastrophes en Europe. Et Voltaire se dit, est-ce qu'avec ma seule raison, je peux rendre compte de ce phénomène-là? Donc il est, encore une fois, des épisodes où tout d'un coup, la simple rationalité ne suffit pas, et il faut descendre à un niveau beaucoup plus profond. C'est à ce niveau que je voudrais prolonger la considération de Brigitte dans 3 directions. Le premier serait le constat. Il y a bien sûr ce totem, ce tabou de l'antisémitisme, mais il a été accompagné d'un autre totem qui a été abattu, c'est celui du nazisme. À peu près à la même période, Poutine accuse l'Ukraine d'être nazie, de la même manière qu'on va accuser Israël d'être nazi. Si je rapproche ces 2 accusations, c'est pour mettre en avant le fait que soudain, le nazisme a perdu de sa sacralité et de son unicité historique pour devenir quelque chose que l'on peut utiliser. Une figure de discours. Et là, c'est un ébranlement, parce que l'Europe d'aujourd'hui s'est précisément créée contre le nazisme, ou dans les ruines de ce que le nazisme avait occasionné. Et donc, il y avait quelque chose de fondateur, effectivement, dans le nazisme. Or, soudain, cette sacralité du nazisme, vous entendez ce que j'entends par sacralité, cette aura négative autour du nazisme, tout d'un coup était dissipée, et les Ukrainiens sont des nazis, et les Israéliens et le gouvernement de Netanyahou est nazi. Je crois qu'il nous faut réfléchir aussi à cette conjonction entre l'abolition de ce qu'il y avait, encore une fois, d'oratique autour de la notion, autour du nazisme, et la question antisémite. Peut-être un renversement des valeurs à la Nietzsche. C'est-à-dire que soudain, les valeurs fondatrices ne sont plus fondatrices. Le nazisme n'est plus un repoussoir, ou l'antisémitisme n'est plus un repoussoir. Une espèce de renversement des valeurs qui peut aller jusqu'à dire les Juifs sont des génocidaires. Première hypothèse. Donc, quelque chose de l'ordre du renversement des valeurs. Deuxième hypothèse, c'est ce que je crois deviner comme un retour de l'anti-américanisme. L'anti-américanisme, on a oublié dans les générations actuelles. Mais dans les années 1960 jusqu'en 70, c'était une valeur, l'anti-américanisme. On était contre, parce qu'il y avait le Vietnam, etc., etc. Il y avait une tradition à la fois de gauche et de droite. De gauche parce que l'américanisme, c'était le capitalisme, et de droite parce que l'américanisme, c'était l'emprise sur le monde, et qu'à droite, on a une fierté nationale française. Et je me demande si, vu la conjonction et la proximité entre, et on l'a vu dans les derniers années, entre l'Amérique de Trump, évidemment, et Israël de Netanyahou, il n'y a pas une résurgence de cet anti-américanisme-là qui serait lié également à ce qu'on appelle l'anticolonialisme. Et ça, c'est très, très, très étrange, parce que l'anticolonialisme, qui ne naît pas dans les dernières années, ça naît dans les années 1950, à la fois comme une pensée et comme une politique d'émancipation et d'autodétermination des peuples. Ce colonialisme-là, dans les années précisément 50-60, il acceptait déjà ce qu'on appelait, ou ce qu'on appellerait aujourd'hui, la convergence des luttes. 1950, aux États-Unis, les marches pour l'émancipation des Noirs, il y a des rabbins. C'est-à-dire qu'il y a une association entre le destin juif et le destin du noir américain. Aujourd'hui, c'est exactement le contraire. On a extrait la question juive, si j'ose dire, des questions coloniales. Précisément, le juif est du côté des colonisateurs. Et donc ce retournement-là me semble aussi être très très révélateur. On ne peut plus associer le colonisé et le juif. Comme si le juif, tout d'un coup, n'avait plus ce tribut de siècles et de siècles de minorité. Comme si le juif, lui, n'avait pas été minoritaire, comme si le juif n'avait pas été persécuté, comme si le juif n'avait pas été esclave, lui aussi. Ce qui est un déni de l'histoire, tout simplement. Et il est intéressant de voir que la notion d'intersectionnalité, qui est tout à fait à la mode discursive aujourd'hui,
et qui effectivement est un des aspects de la pensée complexe d'Edgar Morin. C'est-à-dire que par exemple, une femme noire, elle est à l'intersection de l'oppression masculine et de l'oppression blanche. C'est ça l'intersectionnalité. Et tout d'un coup, cette intersectionnalité ne fonctionne plus par rapport à la question juive. Troisième hypothèse, peut-être encore plus risquée. Et je conclue. Troisième hypothèse, il y a une angoisse planétaire, partagée, ce qu'on appelle l'éco-anxiété. La planète, notre Terre, la nature, elle est menacée, elle nous échappe. Et je me demande si parmi les figures des Juifs dont parlait Brigitte tout à l'heure, il n'y avait pas aussi cette vieille figure du Juif qui n'est attaché à aucune terre, du Juif cosmopolite, du Juif qui ne vit que dans les villes et qui ne vit qu'à la surface de la terre, sans avoir d'enracinement dans cette terre. Cette troisième hypothèse, assez radicale, je le confesse, permettrait de comprendre cette résurgence, c'est-à-dire que l'antisémitisme, d'une certaine manière, serait une réponse à l'éco-anxiété. Merci. J'ai conclu. Merci Alexis. C'est embêtant parce que évidemment je partage moi aussi beaucoup de choses que tu viens de dire. Je crains que ce débat nous mène jusqu'à demain ou après-demain au moins, parce qu'on a soulevé quand même beaucoup de choses. Si je peux, voilà, très succinctement te donner quelques éléments. Je crois que le mal existe et que le mal, il existe à l'intérieur de soi. Et que je me méfie des pensées, des philosophies, des politiques qui ont mis le mal à l'extérieur. Tu vois ? Dans beaucoup de spiritualités orientales, par exemple, il y a cette histoire-là du mal qui serait un choix. Dans le judaïsme aussi. Dans le Deutéronome, il est dit « J'ai placé devant toi la malédiction, la bénédiction, le bien et le mal, la vie et la mort, et tu choisiras la vie. » C'est-à-dire qu'on a un drôle de divin qui nous propose un choix à partir, quand même, de ces deux choses que Freud avait dit dans les années 20 en parlant de pulsion de mort, dans l'histoire de Malaise dans la civilisation. Il dit que cette tendance à la destruction, l'autodestruction, appartient bel et bien à notre espèce. Le premier, pardon de faire une petite échappée vers la Bible, mais là aussi, la Bible ne commence pas par le meurtre du père. C'est la civilisation grecque qui nous raconte ça, le parricide originel. C'est intéressant d'ailleurs, ça a donné des tragédies formidables, etc. Mais dans la Bible, il y a bel et bien un premier meurtre. Mais c'est le meurtre du frère. C'est Caïn qui ne veut pas répondre du meurtre d'Abel. On n'est plus dans cette verticalité, on est dans une forme de responsabilité de cet autre en soi. Je trouve ça intéressant comme piste. C'est-à-dire que, oui, le mal est à l'intérieur. Regardez les faits divers. Chaque fois, je me demande quand est-ce qu'ils vont arrêter de raconter toujours les mêmes âneries. Il y a un crime qui s'est passé, on a vu un vagabond qui peut-être, voilà, le petit Émile, j'ai juste envie de leur dire, mais attendez, allez voir le grand-père, allez voir le père, allez voir tous les crimes, la plupart des crimes et des viols se passent à l'intérieur des familles, on le sait ça. Et pourtant, on est toujours dans une civilisation, si j'ose dire, qui met le mal à distance. Et ça, c'est pour moi aussi une manière de se dérober de cette fameuse responsabilité. Ça, ce qu'on peut dire, ce sont des données, on va dire, je sais pas, anthropologiques. Après, c'est évidemment, des conditions économiques, sociales, politiques, historiques, qui vont faire que ce choix du mal va devenir possible ou pas. Tu parlais de désespoir. Je pense à la phrase magnifique de Albert Camus dans sa lettre à un ami allemand qui dit
vous avez fait de votre désespoir une ivresse. Et c'est ça l'antisémitisme, c'est ça le nazisme. C'est la jouissance du désespoir, oui. Et moi, je vois à chaque fois ressurgir l'antisémitisme, souvent accompagné d'autres catastrophes, effectivement, annonciateur d'autres catastrophes, comme le résultat d'une défaite de la fraternité, bien sûr. Je parlais des combats menés ensemble entre juifs et noirs aux États-Unis, anticoloniaux, où tellement de juifs s'étaient aussi engagés auprès des peuples en lutte pour leur libération nationale. C'est la défaite de la fraternité et c'est la défaite de l'émancipation. C'est pour ça que je citais Fanon tout à l'heure. C'est-à-dire que l'anticolonialisme, qui est un combat absolument légitime, nécessaire, noble, mais il s'est soldé aussi par une défaite. Et ça, on ne le dit pas assez. C'est-à-dire, le courant, disons, conservateur est en train de dire, ben voilà, vous avez eu votre indépendance, de quoi vous plaignez, voilà. Hein. Et puis, de l'autre, on fait comme si, non, il y a eu des indépendances, on a chassé effectivement les grands empires, mais il y a eu une défaite, c'est-à-dire que tous les idéaux qui ont présidé à ces indépendances ont été bafoués et trahis. De la même manière, probablement dans le sillage de ce qui s'était passé en Union soviétique avec l'idéal socialiste. Donc on est, je veux dire, ces identitaires, c'est comme j'ai des images un peu moches qui me viennent, mais c'est comme des vers grouillants dans le cadavre en décomposition de ces espoirs-là. Voilà. Ils viennent là pour dire non, avec tout le cynisme, parce qu'il y a beaucoup de cynisme, hein, la fraternité, les droits de l'homme, la démocratie, waouh, non, en fait, c'est moi, c'est ma race, c'est je sais pas quoi, enfin, la folie qui guide le monde aujourd'hui, quoi. Voilà, c'est à ça que je pense, dans tout ce que tu as dit, bon, après ça pourrait nous mener encore beaucoup plus loin, mais à chaque fois qu'on s'en prend aux Juifs, voilà. Tout à l'heure je parlais par exemple du conspirationnisme, et la question du populisme est très présente, par exemple, dans votre réflexion sur la complexité. Et on en est là. C'est-à-dire que dès lors qu'on abandonne les vieilles catégories de lutte de classe, etc., pour tomber dans ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire un espèce de mal maléfique comme ça qui serait... c'est le populisme. C'est là où tout à coup on se retrouve avec des discours jumeaux. D'où qu'ils viennent, parce que j'écoutais, je ne sais plus, dirigeant de Colombie qui parlait de... Alors, il est parti sur Gaza, machin, et puis tout à coup il dit... et puis ils aident aussi à l'immigration dans le monde. Je me suis dit, il est où? Il est d'extrême droite ou d'extrême gauche? Cette histoire-là, folle, dans laquelle on est. Alors, bien entendu, tu parlais de l'anti-américanisme, ce sera encore... On est à nouveau dans une vision campiste, alors même qu'il n'y a plus de camp. C'est-à-dire, il n'y a même plus... on sait maintenant que Trump et Poutine sont copains. On ne va pas dire que la Russie, c'est l'Union soviétique. Non pas que l'Union soviétique, c'était quelque chose de... Enfin, c'est vrai qu'il y avait quand même un minimum de santé, de machin. Bon, bref, là maintenant, ce sont des gros capitalistes quand même qui n'ont vraiment rien à envier, voilà, comme alternative économique à je ne sais pas quoi. C'est un impérialisme déchaîné, c'est un colonialisme, parce qu'il faut dire les mots qui conviennent aussi. Et pourtant, il y a des gens qui continuent avec des réflexes de... voilà, c'est anti-américain, donc c'est l'absurdité d'une Judith Butler, par exemple, qu'on n'a pas, à mon avis, suffisamment dénoncé. Comment peut-on dire que le Hamas et le Hezbollah appartiennent à la gauche globale? Ils sont anti-américains, certes, mais dire qu'ils correspondent... Enfin, d'abord, on leur a rien demandé, c'est toujours quand même cette espèce de nombrilisme occidental qui ne parle que de lui et de sa propre culpabilité, hein, où les autres ne sont que des symptômes, finalement,
de cette histoire-là. Mais non, bien sûr, des groupes clairement fascistes, clairement antisémites, clairement contre les droits des femmes, des homos, de tout ça, n'appartiennent pas à la gauche globale, bien sûr que non. Donc, il faut, voilà, reprendre le métier à tisser, ne pas consentir à n'importe quoi. Par exemple, parler de Fanou, voilà, j'en parlais à la fête de l'UMA il n'y a pas longtemps parce que j'ai fait une fiction radiophonique effectivement sur France Inter. Je voulais vraiment ne pas abandonner cette belle figure à certains identitaires voilà, qui, à mon avis, massacrent sa mémoire. Et je leur ai dit, mais bon voilà, je veux juste vous dire que Fanon était un homme de gauche. C'était un internationaliste, c'était quelqu'un qui pensait qu'il y avait une seule humanité, parce que j'ai été attaquée par l'Urgence Palestine, voilà, qui sont venus avec des pancartes, mais ces gens-là n'ont aucune, ne savent plus du tout quoi, ce que c'est que la gauche, la droite, le fascisme, il faut qu'on reparte là-dessus, en ne consentant jamais au sacrifice de l'autre, quel que soit cet autre, déjà. J'avais une remarque surtout concernant l'intervention de M. Zich. C'est vrai qu'on fait plein d'hypothèses. Allez au taf. Je vous cherchais. On fait plein d'hypothèses, mais depuis que le monde existe, on a fait tellement d'hypothèses, mais on ne trouve jamais de raison tangible. Et je rejoins ce que dit Brigitte, c'est que l'antisémitisme, dans son essence, ne cherche pas de cause. Il a désigné un bouc émissaire, point, c'est tout. Et puis, une dernière remarque, on n'a pas attendu Trump pour parler d'antisémitisme et multiplier par 1000 l'antisémitisme en Europe. C'était déjà du temps de Biden. Donc Trump est venu par la suite et lui s'est rapproché d'Israël, mais auparavant Biden n'était pas du tout proche d'Israël. Donc ce phénomène d'anti-américanisme, c'est à chaque fois des excuses, si je puis dire. On essaye de trouver n'importe quoi pour dire, eh ben, je suis dans mon droit d'être antisémite. Bah non, je ne sais pas si vous avez. C'est vrai que comme on est passé ensuite à. J'ai une question. Ouais. J'aurais aimé savoir comment ici on juge automatiquement l'antisionisme et l'antisémitisme. Vaste question. Ça m'intéresserait d'abord. C'est tout. Donc alors je réponds. Vous avez d'autres questions, je sais pas. C'est évidemment le genre de question qui peut nous emmener très loin. Très franchement, l'antisémitisme se caractérise par cette espèce de mise en exception des Juifs. Voilà, c'est un seul peuple un seul nationalisme, un seul pays. On peut bien sûr trouver, moi je ne suis pas très fan des nationalismes en général, on peut être pour l'abolition des frontières, des drapeaux, etc. Bon. Mais considérer qu'il y a un pays, une nation plus coupable que toutes les autres nations dans le monde, dont la naissance elle-même serait liée à une espèce de péché originel, on est dans la théologie, on n'est plus dans la politique. Et la plupart du temps, quand même, parce qu'évidemment, on peut se dire, c'est une proposition intellectuelle comme une autre, bon. Mais il y a quand même cette mise en exception qu'il faut
interroger, et puis ensuite le vocabulaire, les références de, pas faire de proportion comme monsieur sur les génomes, mais quand l'essentiel de votre vocabulaire, de votre imaginaire à voir avec l'antisémitisme, alors on n'est plus dans un discours antisioniste, on est dans un discours antisémite. Si on parle des misères que vivent les Palestiniens, de la nécessité de condamner ce gouvernement, tout ça, il n'y a pas de problème. Si on repart sur des histoires de lobby qui domineraient le monde, de ce que je disais, naissance coupable, de l'histoire que je n'ai pas développée tout à l'heure, mais qui était très justement pointée par Alexis, l'idée d'une autochtonie qui est absolument contradictoire avec l'idée même des Juifs. C'est-à-dire, les Juifs ne sont jamais des autochtones nulle part, ni dans les pays d'où ils se sont fait virer, par le nationalisme arabe ou par toutes sortes de nationalismes ou le stalinisme. Enfin bon, c'était jamais des vrais Polonais, des vrais Marocains, mais bon, souvent d'ailleurs suspectés déjà de sionisme ou de je ne sais quoi. Mais cette idée-là d'une autochtonie n'existe pas, enfin, par définition. Voilà, donc là-bas, bien sûr que non, donc les Juifs n'auraient rien à voir avec ce pays, ni dans. Bon. D'ailleurs, il y a un chef de file écologiste qui s'appelle Andrés Malm, qui a des positions totalement antisémites déclarées. Hein. C'est-à-dire qu'il pense que la destruction de l'État d'Israël a quelque chose à voir avec la sauvegarde de la planète, puisque ce serait là que... Non, mais voilà, de même qu'il y a un leader décolonial qui s'appelle Grossfogel, qui parle aussi de la destruction d'Israël comme un objectif eschatologique. Puis on est quand même très loin de la politique, de la réalité. Donc tant qu'on est dans ces... Et on le voit bien, on voit bien que tout ce qui a eu lieu dans une certaine propagande ne visait pas le malheur palestinien, pourtant bien réel, mais visait à dire aux Juifs que bon, maintenant ça y est, l'ardoise est effacée, et machin, et Gaza c'est Auschwitz, etc., etc. Comme si d'ailleurs, Gaza ne suffisait pas en tant que tel. C'est quand même incroyable comme manière de gommer comme ça l'autre. Voilà, donc tout discours qui se veut antisioniste, mais qui parle en fait, qui recycle tous les poncifs, et on le voit, hein, après il y a du livre là-dessus, sur des affiches, etc. Bon, voilà, on n'est plus dans le domaine politique, mais on est ailleurs, oui, bien sûr. Question. Je veux à la fois répondre, non pas répondre, mais simplement dialoguer. Quand vous dites que l'antisémitisme, il est toujours là, il revient, etc. Personnellement, c'est une position que je refuse. Je refuse d'essentialiser l'antisémite. Pour moi, essentialiser l'antisémite, c'est une forme de racisme d'une certaine manière. Je refuse l'essentialité d'une manière générale, et je crois que notre collègue a montré à quel point on ne peut pas essentialiser ce qui est humain. Donc je refuse d'essentialiser l'antisémitisme, je refuse de dire c'est éternel. Il y a des causalités, il y a des explications, il y a des éclairages à apporter. Il y eut des périodes où le monde n'était pas antisémite. Il y eut des périodes où le monde n'était pas antisémite. Et on a fait référence au documentaire d'Arte, ou de je ne sais plus quelle chaîne, il y a eu des périodes où il n'y a pas eu d'antisémitisme. Ça, c'est une première chose. Donc, je refuse d'essentialiser l'antisémitisme. Je refuse, y compris ces positions dans la communauté juive qui se sentent menacées légitimement, peut-être, d'essentialiser l'antisémite, en disant que l'ennemi, c'est l'antisémite. Encore une fois, pour moi, l'antisémitisme est le symptôme de quelque chose. Et donc c'est la cause profonde qu'il nous faut combattre. Quant à l'antisionisme, ça veut dire quoi le sionisme, tout simplement? Il y a une position qui dit, par exemple, le sionisme n'existe plus depuis 1948, puisque le but du sionisme, c'était le retour du peuple juif sur la terre, cette terre-là précise du Proche-Orient. Donc depuis 1948, il n'y a plus de sionisme. Donc il n'y a plus d'antisionisme. Ce qui veut bien dire que l'antisionisme est le nom
de quelque chose d'autre, etc. Le sionisme a de multiples définitions, de même que le judaïsme a de multiples définitions. Et encore une fois, ce qui est en question ici, c'est l'essentialisation de l'autre. D'où effectivement l'analyse de Brigitte Stora qui dit pourquoi cette essentialisation de l'autre, c'est-à-dire de reconnaître l'autre en tant qu'autre, donc en tant que l'autre que je ne peux pas, avec lequel je ne peux pas avoir de rapport, et donc dans ce cas-là, voilà, ça ouvre la porte à toutes ces dérives. On va éventuellement reprendre deux questions. Je sais qu'on avait une première ici. D'abord, merci pour cette approche que je trouvais très intéressante. Moi, j'ai plutôt une vision historique qui passe par la littérature également. Et je reviens sur une phrase, mais c'est vraiment pour chipoter, que en fait, que la Shoah serait l'aboutissement de l'antisémitisme. Alors, on peut le voir comme ça, mais on peut aussi se demander à ce moment-là, qu'est-ce que c'est l'antisémitisme? C'est pas le rejet de l'autre, c'est la mise au banc de l'autre, c'est-à-dire la numérotation de l'être humain, et c'est la mise au banc. Et quand on parle de l'antisionisme, c'est exactement ça, c'est Israël, le juif de l'histoire, que je mets au banc de l'humanité, pour les raisons que vous avez si bien expliquées. Ma question, c'est plutôt au niveau de la langue, justement. Est-ce que la langue ne permet pas de ne plus définir les objets? C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est justement l'antisionisme? Qu'est-ce que c'est l'antijudaïsme? Qu'est-ce que c'est un être humain qui a 99%, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, je travaille avec des jeunes et quand je leur demande, il y a des jeunes qui me disent oui, c'est des sionistes, hein, c'est une insulte dans certains milieux, c'est pas ce que c'est en fait. Est-ce que, je sais pas, parce qu'évidemment moi je cherche des solutions, donc qu'en est-il de la langue à votre avis? C'est une question, je suis remarque votre intervention sur le génome. Alors, je prends les souvenirs de Bach qui sont lointains, mais quand vous dites qu'en chaque individu, il y a un pourcentage du génome qui nous relie en fait à toute l'humanité, quel que soit l'individu, et je fais le pont en fait indirect, alors peut-être maladroit, mais quand on dit que l'histoire que l'autre est en soi, voilà, on a tous un brin de l'humanité en nous. Voilà. Merci de votre commentaire. Je pense que la dernière question, après, on vous laissera l'occasion de répondre et puis on ouvrira la possibilité de continuer la discussion plutôt autour de boisson et quelques partages. Merci. Moi, je voulais juste poser la question justement de la différence entre le racisme et l'antisémitisme, parce qu'il me semble qu'il n'y a pas tout à fait le même enjeu. C'est-à-dire que dans le racisme, il s'agit beaucoup plus d'inférioriser une race, entre guillemets, une catégorie humaine, pour l'exploiter, la dominer, l'humilier, voilà. Alors que dans l'enjeu de l'antisémitisme, effectivement, il y a un fantasme plutôt d'extermination, de disparition, qui a été évidemment très clair au moment de la Shoah. Tout à l'heure, vous disiez numérotation, c'est déshumanisation, c'est exclusion de la communauté des humains. Mais est-ce qu'il y a d'autres éléments qui permettent de différencier l'antisémitisme des autres formes de ségrégation raciste ou sexiste, etc. Enfin, voilà. C'est-à-dire les enjeux de domination d'un sexe sur l'autre, d'une catégorie humaine sur une autre, etc.
Bon, d'abord, je n'ai pas dit que la Shoah est l'aboutissement, la Shoah est l'acmé, hein, mais c'est pas. Et Alexis a raison de le dire, il n'y a pas de choses linéaires. Hein. Il n'y a rien dans les années 30 en Allemagne qui montre qu'ils vont devenir comme ça. C'est pas vrai, pas du tout. Zev Sternel, l'historien israélien, disait que la France était beaucoup plus antisémite. Enfin, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de déterminisme, pas plus dans l'existence que dans l'histoire. Et il faut faire très attention, y compris, je pense que c'est aussi un enjeu de la complexité de la pensée de l'émancipation que de se dire on ne lit pas un livre à partir de la fin en disant voilà ça devait exister. Non, il y avait des possibles. Hitler aurait pu être buté en 14-18, on aurait été content et c'était autre chose. Enfin voilà, il y a des possibles et des bifurcations. Moi, je parle plus d'antisémitisme comme ces moments, ces espèces de moments d'affranchissement. C'est pas forcément une nature profonde, tu as raison. C'est quelque chose qui s'affranchit, une haine de l'autre qui s'affranchit. Là où d'ailleurs c'est intéressant le lien avec Bernard Minetruy, c'est que finalement, ce qu'il nous raconte, c'est qu'on est quand même très pareil, et que pareil, on a tous de l'autre en soi. C'est bien ça, en fait, la vérité. Mais c'est cet autre en soi qui est détestable pour ceux qui ont un problème avec leur propre identité. Et on est aujourd'hui, quand il disait pourquoi l'antisémitisme, on est aujourd'hui dans une période où les gens ont du mal avec leur propre identité, où ils se sentent dépossédés, donc attention, dépossédés. Et ils ont raison en plus. Ils ont raison. Les décisions ne se prennent plus au niveau local, national ou même européen. Les gens vivent dans des possibles délocalisations. Ils sont devenus remplaçables, comme l'écrit Cynthia Fleury. Donc il y a une perte aussi qui est propice au discours de la spoliation. Vous voyez, c'est tout ça qui relève en fait de la... bon, on pourrait parler encore longtemps. Sur l'histoire, la différence entre racisme et antisémitisme, il n'y en a pas tant que ça, en réalité. Il n'y en a pas tant que ça. Et même, je vais vous dire, parce que j'ai tout un chapitre que je n'ai pas développé sur la question du désir, où je dis que c'est le troisième dans mon espèce de tic, là, la haine du nom, le refus de la dette et le refus du désir. Sachant que ce refus du désir, c'est aussi un refus du désir de l'autre, et comme la haine de l'autre est une haine de soi vers l'autre, il y a un refus du désir de ce que l'autre peut susciter chez moi. Regardez les talibans, ce niveau de dinguerie quand même, à laquelle on assiste, quoi. Cette haine des femmes, qu'est-ce qu'ils racontent? Si ce n'est qu'ils sont obsédés, quoi. Ils ont tellement peur de désirer. Qu'est-ce que c'est le désir? C'est le manque possible. C'est la chute possible, c'est être entamé, c'est le contraire de la toute-puissance. Cette histoire-là fonctionne dans l'antisémitisme comme dans le racisme. On dit souvent, alors les Noirs, les Arabes, on les méprise, et les Juifs... mais dans le racisme, il y a énormément de jalousie. Énormément. Ce qui vise, par exemple, les populations noires, pour aller vite, il y a plein de fantasmes sur leur puissance corporelle, sexuelle, artistique, etc. Le petit mec du Ku Klux Klan est un petit mec. C'est un petit mec qui est dans cette espèce de frustration. Donc on voit là aussi voilà. Il y a des choses de l'envie, du refus, du désir qui sont assez proches au niveau de... Après, ce qui différencie là, c'est d'abord cette ancienne, originelle, qui touche à l'origine. Et puis c'est cette histoire conspirationniste. Ça, le conspirationnisme, l'antisémitisme est toujours conspirationniste. Et le conspirationnisme a toutes les chances d'aboutir sur l'antisémitisme. Vous voyez? Alors bien sûr, il y a des choses qui sont un peu proches dans le racisme, etc. Mais il n'y a quand même pas cette idée qui a été... voilà, protocole d'usage de science, c'est des millions d'exemplaires, et je ne sais même pas quoi.
rajouter. Il n'y a pas d'exemple plus flagrant, plus... On arrive un petit peu à la voilà, fin. Voilà, on arrive à la fin. Je propose un deal à Bernard Vinetruy, c'est-à-dire je lui donne le mot de la fin, mais je lui donne en 30 secondes, en 1 minute. Bon, là, je suis un peu pris au dépourvu. En fait, la question qui me brûlait, c'était celle-là, la différence entre le racisme et l'antisémitisme. Et vous avez très bien répondu, donc je vous propose d'arrêter là. Merci.